Parce qu'il y a les femmes, parce qu'il y a le sport, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous dédié aux femmes dans le sport. Bienvenue dans La Victoire est en elle, avec, vous le savez, très régulièrement, des femmes exceptionnelles, des championnes, d'anciennes championnes, des dirigeantes, des femmes engagées, des femmes passionnantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Karine Joly, qui a sorti ce livre exceptionnel. Karine qui était déjà venue nous parler il y a quelques années de sa passion. C'est le saut. Alors, je ne sais pas si on peut le résumer, on va dire le saut en parachute, mais pas que. Les défis, les lieux extraordinaires. Enfin, j'ai l'impression que tu réinventes un peu avec tes camarades cette discipline. Oui, on essaye en tout cas. C'est sûr qu'elle a multiples visages et qu'on a la chance de pouvoir la pratiquer dans les plus beaux endroits de notre planète. Alors avec ton compagnon Grégory Crozier, vous avez tenté encore des nouveaux records il y a très peu, c'était il y a quelques jours à peine en Arizona. C'était samedi dernier où on a réalisé un nouveau record de free fly en tête en haut et on a amené le plus grand nombre de personnes qui peuvent se tenir la main au même moment. On a fait 96 personnes dans le ciel d'Arizona. Et on a quelques images qu'on va pouvoir regarder. Raconte-moi comment naît un projet comme ça. Alors en fait, souvent c'est organisé par les Américains qui ont beaucoup d'espace. Là, ce qu'on voit, c'est la répétition au sol. Hein. Tout à fait. Donc, okay. Avant de s'élancer, on fait une répétition au sol. Et ensuite, on va essayer de se réunir tous en chute libre. Et la technique, la difficulté, c'est d'avoir justement assez de technique de vol pour pouvoir adapter sa vitesse au groupe et venir s'accrocher. Et puis après, suivre les vagues et les déplacements qu'on peut avoir. On peut se faire pousser par l'air. Donc, c'est pas évident. Parce que ce que l'on voit sur les images, évidemment, c'est que tout est archi répété, c'est qu'au début vous êtes 4, puis c'est comme une toile d'araignée, ça vient petit à petit. C'est pas n'importe qui se met n'importe où et donc il faut attendre. Et puis pendant ce temps-là, on descend à quelle vitesse? Alors je pense que là on est dans des gammes de 250 km/h. Ok, donc à 250 km/h, on a un temps limité parce qu'il y a un moment où il faut ouvrir. Oui, tout à fait. Donc on a à peu près 50 secondes utiles, on va dire. Donc les avions volent en formation. On a la base donc, qui est le cœur de la figure qui est dans l'avion lead et qui commence à partir. Et ensuite, tous les autres avions sortent et puis viennent se réunir en chute libre et viennent petit à petit s'accrocher par séquence. Et chaque personne a une place attitrée. Et donc la difficulté, c'est de venir apponter sans créer de vagues, sans pousser ses camarades qui sont devant. Et puis tenir, une fois qu'on a les deux mains prises, arriver à trouver son équilibre avec ses jambes et puis le reste de son corps pour maintenir la position et ne pas créer de tension dans la figure. Donc vous avez battu un record du monde. On est passé de 84 personnes à 94, c'est ça? À 96. 96. On a échoué à 100. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le temps? Il y a eu des petites fautes qui ont été faites? Alors, on a commencé en fait la semaine à essayer de faire des sauts à 111. Et puis, c'était franchement vraiment bien parti. C'est très technique, mais tous les gens qui sont ici ont été sélectionnés. Ils ont fait des entraînements, soit des stages, ou soit c'est des gens qui ont déjà beaucoup de records à leur actif. Mais c'est, je pense, la position la plus difficile, puisqu'elle est complètement pas du tout aérodynamique. On a les deux jambes vers le bas, avec la partie du tronc qui est lourde et qui a envie de basculer sur l'arrière. Donc, c'est vraiment pas évident. C'est instable. Et donc, on est à 250 km/h. Voilà. Et donc, même si on est un très bon flyer, ça reste très technique. Donc, on n'était vraiment pas loin du 100. Mais à un moment donné, on était pris de court par le temps et les gens allaient rentrer chez eux. Donc, il fallait qu'on valide quelque chose. Et donc, les organisateurs ont fait le choix de descendre un petit peu jusqu'à 96 et on a réussi la prouesse. Alors attention, celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui vont être jaloux parce que la vie de Karine, c'est quelque chose, on ne s'ennuie pas. Hein. Donc ça, c'était la semaine dernière en Arizona. Et puis comme il y a eu un mois de novembre avant, on s'est dit avec son chéri, ils se sont dit, bon, on va essayer de faire autre chose. Et là, le défi, c'était quoi? C'était d'aller fêter le 10 millième saut de ton chéri, de Grégory, et de le faire pas n'importe où. C'était à 7000 mètres d'altitude et c'était où? C'était au Népal. Oui, face à l'Everest. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Vas-y, raconte. Eh ben, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Et on a les images. Vas-y, vas-y. Non, en fait, voilà, il voulait marquer le coup. Pour le 10 millième saut, c'est quand même long d'arriver jusqu'ici. Moi, j'en suis vers les 7500 à peu près. Et donc, il s'est dit, on a un copain qui fait ça, en fait, une fois par an. Il va faire 2-3 sauts d'exception. On est en hélico, là? On est en hélicoptère, oui. Donc, on décolle de 4000 mètres et on décolle donc de l'endroit, enfin, de l'altitude à laquelle, normalement, on saute d'un avion. Donc l'air est beaucoup moins porteur en altitude et c'est une sacrée prouesse de monter jusqu'à 7000 du coup. Il nous faut emporter des masques avec de l'oxygène pendant la chute libre
Et puis, même on sent que l'hélicoptère a du mal à monter au bout d'un certain temps, et les pales qui tournent un peu dans le vide. Donc c'est vraiment un saut très technique. Et on a eu la chance de pouvoir le réaliser et de s'élancer dans ce décor complètement incroyable, au cœur de la chaîne de l'Himalaya et avec l'Everest juste dans notre dos. Donc c'était vraiment fabuleux. Est-ce que là, il y avait une chorégraphie particulière ou là, il arrive vite le sol? Ou est-ce qu'on se faisait juste un petit kiff et vous avez tellement l'habitude de sauter ensemble? Alors c'est un peu ça. On avait quand même prévu une chorégraphie qu'on voulait réaliser. Je trouvais ça sympa, vu que c'était lui un petit peu qui était en lumière, de le mettre justement avec l'Everest dans son dos, en position de lotus, et puis que je lui tourne autour. Donc on avait vite fait répéter ça. Et puis après, c'est les années d'expérience et de saut ensemble qui ont permis de le réaliser du premier coup. Alors, début décembre, l'Arizona, novembre, l'Alaska. Alors, on a oublié, il y avait l'Égypte juste avant ça. C'est ce que j'allais dire. Et juste avant, les pyramides de Gizeh, un truc sympa, histoire de se faire plaisir, Khéops, Képhren, Mykérinos, raconte. Ouais. Et donc pareil, on a la chance d'être invité chaque année sur cet événement qui est organisé par 2 Égyptiens qui sautent en parachute et qui invite le monde entier à venir partager des moments de chute libre au-dessus des pyramides. Donc ça se passe souvent fin octobre, début novembre. Et là, on a encore eu la chance de s'élancer au-dessus des grandes pyramides d'Égypte cette année encore. C'est spectaculaire, on ne s'en lasse pas. À chaque fois, on a l'impression de prendre son pied, de découvrir les choses différemment. Oui, complètement. En fait, là, c'était la 6e fois pour nous. Et c'est ce que j'explique aussi dans mon livre. C'est vraiment, à chaque fois, on est saisi par la beauté et le mystère de ces géants de l'humanité, et de pouvoir les voir et les observer sous différents angles, parce qu'on a la partie en chute libre, on est vraiment largué juste au-dessus, et puis toute la partie sous voile où on évolue en fait autour, et puis on vient se poser juste devant Képhren, c'est celle qui a le chapeau, et c'est complètement dingue à chaque fois. En fait, ça laisse un peu sans mots même. C'est très difficile de trouver les mots pour le décrire. C'est assez magique, hein. On le disait, cette année 2024 est l'année de tous les records, 5 records du monde. Je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur celui établi en Californie. Mais juste avant, à chaque fois, c'était aux États-Unis. Pourquoi les Américains ils font des choses mieux que nous? Alors, en fait, la plupart du temps, c'est juste parce qu'ils ont une flotte aérienne beaucoup plus importante qu'en France. Et puis, ils ont une météo souvent plus clémente de par la taille de leur pays. Donc, en Floride, c'est vrai que quand on part au mois de mars, on a une météo extraordinaire et c'est un peu l'été pour nous. Et puis en Arizona, même si là, la semaine dernière, il faisait un peu frais, pendant la journée, dès qu'il y a le soleil, ça chauffe. Ouais. Donc, on est rapidement en t-shirt. Donc, c'est vrai que pour toutes ces conditions-là, c'est plus facile de les faire aux États-Unis. Alors, je disais 5, mais c'est 6 avec celui de la semaine dernière. En Californie, vous avez battu le record du monde avec 64 free flyers, 4 points en 50 secondes, tête en bas. Explique-moi et on va regarder les images. Oui, donc les records, c'est soit le maximum de personnes qui vont se tenir la main dans une position particulière, ou soit moins de personnes, mais qui vont réaliser plusieurs figures dans une seule chute libre. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la séquence, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une seule figure où on a un maximum de gens qui viennent s'accrocher, là on vient s'accrocher une première fois. Une fois qu'il y a ce premier point, on a un signal, on lâche, et là on change de figure, on vient refermer, encore un signal, et on rechange de figure. Et là on a réussi à faire 4 points, c'est extraordinaire. À 64 personnes, c'est quand même une belle prouesse. Et là on est tête en bas? On est tête en bas, donc on est dans des vents de 280 km/h à peu près. My God. Ouais. Ce qui est ouf, c'est que vous avez une telle agilité. Enfin, l'impact de l'air sur moi, imagine qu'il est bouleversant. Et je pèse mes mots, mais chez vous, que vous soyez debout, horizontal, tête en bas, c'est la même chose. Vous arrivez à maîtriser aussi bien. Il n'y a pas un truc plus perturbant où on se dit qu'on est meilleur pour je ne sais quelle position? Alors si, en fait, ça prend des années à dompter en fait, son corps dans l'air. Tu as combien de sauts aujourd'hui? 7500. Ok, je comprends mieux. Et c'est vrai que voilà, ça se fait par étapes, donc c'est long, mais chaque étape est rigolote. En fait, c'est vraiment une victoire à chaque fois. Et donc, je pense que le plus technique pour les records, c'est celui qu'on vient de réaliser en Arizona, la position assise, parce qu'une fois qu'on a les 2 mains prises, on ne peut plus vraiment se servir de ses bras pour s'équilibrer. Et s'il y en a un qui t'embarque latéralement, tout le monde part. Voilà, c'est difficile de résister à ça. Et en tête en bas, c'est un petit peu plus long à la maîtriser. Par contre, c'est un petit peu plus facile de se déplacer une fois qu'on a compris comment gainer son corps et tenir pour résister à la pression de l'air ou à la pression des copains qui viendraient pousser un peu. On va revenir sur autre chose, et notamment un spectacle de nuit, quelque chose de fantastique. Je voudrais qu'on revienne 2 secondes, qu'on s'arrête sur tes débuts. Toi, comment tout a commencé?
Alors moi, j'ai découvert la chute libre un peu par hasard. C'était pour mon anniversaire des 18 ans. Ma famille m'a fait une super surprise et m'a emmenée à l'aérodrome de Lyon-Corba, parce que je suis lyonnaise à la base, et ils m'ont offert un saut en tandem. Pourquoi? T'es pas casse-cou, ou tu disais j'aimerais bien un jour faire ça, ou tu faisais du sport déjà? Alors on faisait beaucoup de ski dans la famille et c'est vrai que du coup ce goût pour la vitesse, j'aime bien découvrir les choses et je pense qu'ils se sont dit que c'est quelque chose qui allait me plaire, d'essayer au moins cette nouveauté. Mais t'avais jamais exprimé ce souhait? Pas forcément, non. Ok, donc ce jour-là, tu te souviens, on te dit tiens, tu vas aller faire un saut en tandem. Ouais. Expliquons pour celles et ceux qui nous regardent ce qu'est un saut en tandem. Donc un saut en tandem, c'est un saut en chute libre, c'est-à-dire qu'on va être accroché à un moniteur et on va s'élancer à 4000 mètres depuis un avion la plupart du temps. Et on va avoir donc à peu près 3000 mètres de chute libre. Et ensuite, la voile se déploie. C'est le moniteur toujours qui gère. Donc, c'est un petit peu le manège pour découvrir la chute libre. C'est un saut de découverte, voilà. On va dire. Mais, moi, un saut de découverte, sauf que l'impact de l'air, puisque le moniteur est dans le dos, l'impact de l'air, il est sur toi. C'est toi le premier qui prend les 250 km/h de vent dans la figure. Ah oui, complètement. Et du coup, c'est là où justement, on a la surprise. On s'attend à sauter dans le vide. Et du coup, comme on ne sait pas à quoi s'attendre, on s'attend plutôt... je sais pas, on imagine qu'on va tomber. Ouais. Et en fait, on se rend rapidement compte qu'on est sur un coussin d'air. Et on sent tout cet appui, toute cette pression de ce coussin invisible sur lequel on peut finalement jouer. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'était de découvrir toutes ces nouvelles sensations et de se dire, mais il y a quelque chose à faire là, et d'avoir envie d'en savoir plus et du coup d'apprendre à sauter seul. C'est ça qui est fou, effectivement, comme tu le dis. Et je pense même qu'on peut utiliser le mot de stabilité presque. Parce qu'on va tellement vite qu'on sent ce truc-là. Alors après, la maîtrise, ça c'est votre génie à vous, mais même un débutant sur un saut en tandem le sent. Alors, parce qu'il y a la maîtrise de l'instructeur derrière, mais c'est ça, voler. Ah oui, c'est vraiment ça, voler. Et encore plus, je trouve, dans ma discipline qui s'appelle le free fly. Et le free fly, en fait, c'est le vol libre, littéralement. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à mettre son corps dans les 3 dimensions. Et quand on apprend à dompter son corps dans les 3 dimensions et qu'on arrive à maîtriser ça, on a des déplacements qui sont complètement surhumains. Et donc, le temps de cette chute libre, on a des super pouvoirs où on arrive à se déplacer sur la tête, à se mettre en orbite autour de quelqu'un. Et c'est vraiment une sensation complètement dingue, quoi. Alors, surhumain, ça me plaît parce que j'allais te poser la question, est-ce que parfois on comprend mieux les oiseaux? Alors oui, déjà quand on les regarde, on se dit, oh là, il est en train de se faire plaisir. Ah, c'est vrai, ça c'est génial. Non, mais vas-y, développe ça, c'est génial. Tu sens quand l'oiseau, il n'est pas en train de se déplacer pour aller du nid, aller chercher à manger, mais quand est-ce qu'il... Toi, tu ressens et tu sais que là, il est en train de prendre son pied. Du moins, c'est ce qu'on projette. C'est ce que tu imagines, ouais. C'est ce qu'on projette, parce que c'est vrai que des fois, on les voit juste s'amuser avec des courants, où on les voit planer, et puis redescendre, et puis hop, se remettre un petit peu en planer, quoi. Non, c'est génial. Et puis, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir se projeter quand on voit un oiseau qui pique et qui ressource, de se projeter en train de le vivre. Parce qu'on peut, nous aussi, le faire avec son corps, finalement. C'est ça qui est dingue. Ça, c'est assez magique. Donc, tu es en train de nous expliquer qu'aujourd'hui, tu comprends ce que vit un oiseau, que tu fais des choses que tu as vu un oiseau faire. On en est là. On en est là. Alors, je ne peux pas encore remonter. Je n'ai pas trouvé la technique. Et je ne peux pas non plus voler. Enfin, si, je ne peux pas me poser comme il me faut un parachute. Voilà. Mais par contre, on peut se poser avec toute une délicatesse. On a des voiles qui sont très performantes et qui nous permettent vraiment d'atterrir avec juste des petits pas. J'aimerais qu'on revienne sur ce record du monde en Arizona, le véritable spectacle pyrotechnique réalisé en pleine nuit. Ah, ça, c'était fabuleux. Ça, c'est vraiment... clairement, la chose la plus dingue. Le concept, c'était de prendre les meilleurs mondiaux, surtout des gens qui ont beaucoup d'expérience en record, puisque en fait, c'est parti des Américains qui se sont dit on va établir un record de nuit. Et ça s'était jamais fait avant. Et en fait, pour que ce soit encore plus spectaculaire et puis aussi pratique à vivre, ils se sont débrouillés pour nous avoir de la pyrotechnie. Et donc, on avait 3 fusées qu'on pouvait déclencher une fois qu'on sortait de l'avion pour avoir justement ces gerbes de lumière qui étaient complètement incroyables. Et des combis fluo. Et on avait des combis LED avec des secteurs de couleurs. Donc, il y avait tout un procédé où en fait, il fallait les meilleurs mondiaux pour ne pas se poser la question de savoir... si on allait pouvoir rejoindre le groupe et venir prendre sa place pour s'accrocher. C'est magique. Pour s'accrocher à la figure, et puis, il y
il y a ces gerbes de feu, entre guillemets, donc il faut arriver par le côté pour ne pas prendre, j'imagine, de particules ou se faire éblouir ou je ne sais quoi. Alors, donc, il y avait à peu près 50 cm où la flamme est chaude, mais après, c'est froid. Donc, ce qu'il faut, c'est s'assurer de ne pas venir en contact contre quelqu'un qui est devant nous, parce que là, effectivement, ça peut brûler du matériel. Donc, il faut vraiment une très, très grande maîtrise et surtout beaucoup d'expérience en compétition ou en performance sous pression, puisque les sauts de nuit comportent vraiment beaucoup plus de risques que les sauts normaux. Parce que de nuit, on a du mal à estimer ces distances. Donc, entre nous, donc gérer l'inertie de ces déplacements pour ne pas venir percuter quelqu'un, justement, en l'air. Et puis aussi, gérer... Les flammes vous permettent de mieux évaluer, justement, la distance, la vitesse ? Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Par contre, ça permet de mieux se voir, parce que ça crée quand même une sacrée boule de lumière. Mais par contre, quand on doit se retourner et partir chacun dans son coin pour ouvrir son parachute, on est tous censés faire un demi-tour et partir en ligne droite. Parce que justement, on veut éviter de se croiser. Que les trajectoires convergent. Donc là aussi, il faut être sûr que les flyers soient assez compétents pour se fier à leurs sensations. Parce qu'on passe de ébloui par la lumière à je me retourne, je suis tout seul dans le noir et j'ai plus aucun repère. Et là, je dois partir droit et aller ouvrir mon parachute loin les uns des autres pour pas qu'il y ait risque de s'en mêler. De percussion. Voilà. Et une fois que j'ai mon parachute qui est ouvert, il faut que je puisse me repérer facilement pour aller me poser sur la zone qui est éclairée, puisqu'il n'y a qu'une seule zone qui est éclairée. Et les autres endroits, c'est dans le noir. Donc se poser dans le noir, c'est compliqué de freiner au bon moment. Et du coup, potentiellement, je peux me casser rapidement des os, quoi. Donc il y a toute cette pression. Freiner, c'est tirer sur les suspentes pour que la voile se gonfle Quand la voile s'ouvre, on a deux commandes jaunes qu'on décroche. Si on tire à droite, ça va à droite, à gauche. Et si on tire les deux, ça freine. Voilà. Et le risque supplémentaire, c'est avec l'emport de pyrotechnie, on est dans des avions qui sont munis d'oxygène, puisqu'on monte un peu plus haut pour nous laisser le temps de se rassembler en chute. À combien vous montez ? Là, on montait à 5500 mètres, à peu près. Et donc, on respire de l'oxygène. Et donc, imaginez bien que de la pyrotechnie avec de l'oxygène, ça fait un peu une bombe. Donc, il fallait vraiment... J'avais pas pensé à ça, dis donc. Voilà, il fallait qu'il n'y ait personne qui soit stressé et qui déclenche en fait la pyrotechnie en voulant mettre sa caméra, par exemple, parce qu'on avait des petits boîtiers au poignet. Donc, il faut faire attention à tout ça, quoi. C'est pas faut faire attention, il faut être sacrément vigilant, quoi. Ouais. Alors après, on avait aussi des plans B. On avait des couvertures anti-feu dans l'avion. On avait tout un protocole à respecter au cas où il y ait une mise en route intempestive. On comprend mieux là quand vous vous séparez et le danger de ne pas venir se percuter, quoi. Ouais. Non, ça c'était fabuleux. Fabuleux. Ouais. Rappelle-moi, à combien vous sautez de l'avion ? D'altitude ? Non, de personnes. Tu m'as dit 7 000. Alors là, on était 42 parachutistes dans la formation et on avait 3 vidéomans autour de nous. C'est extraordinaire, ça. Complètement dingue. C'est combien de mois d'organisation, de préparation ? J'imagine que vous êtes tous répartis dans le monde et on communique par mail. Comment ça se passe ? Alors, les Américains, eux, qui ont organisé ça, ont préparé vraiment longtemps en amont pour aussi pouvoir se procurer le matériel nécessaire, parce que c'est vraiment pas facile de se procurer de la pyrotechnie. Et puis, il faut aussi les autorisations d'une drop zone qui accepte justement d'avoir des gens qui amènent quelque chose d'inflammable dans un avion muni d'oxygène. Il y avait très peu de drop zones qui étaient capables d'accepter ça. Donc eux, ils ont vraiment mis, je pense, plus d'une année à organiser tout ça. Et nous, on nous a contactés à partir de 8 mois en amont. Et puis il y a eu une sélection quand donc on nous proposait... on recevait un email qui nous proposait de venir participer à cet événement. Si on avait envie de participer à l'événement, il fallait après qu'on remplisse un formulaire avec plein de questions. Combien d'années de compétition on a fait pour savoir si on est capable de performer sous pression. Enfin, c'était vraiment très rigoureux. Et du coup, c'était très rassurant aussi parce qu'on savait qu'en allant là-bas, on aurait vraiment des gens qui sont vraiment bien câblés et qui ne risquaient pas de faire quelque chose d'incohérent. Vous aviez... Ça n'a jamais été fait, hein ? Non. Vous aviez le sentiment que vous alliez faire un truc révolutionnaire, nouveau, inédit, complètement, compliqué, techniquement très chaud ? Alors oui, par contre, c'est vrai que je ne m'attendais pas, j'avais anticipé tout ça, mais quand même, malgré tout, la pression et la boule au ventre de se retrouver dans ce premier avion qui partait de nuit, parce qu'en fait, moi, je pensais qu'on allait faire pas mal d'essais de jour avec le matériel, tout ça. Que dalle. On en a fait un, et après, on est allé direct sur les tentatives de nuit. Et on sentait vraiment... que tout le monde était super focus, super concentré et qu'on avait tous un peu retrouvé la boule au ventre. Alors que d'habitude, on l'a plus quand on saute à notre stade.
Mais donc c'était chouette parce que c'était vraiment quelque chose de très intense à vivre tous en groupe, quoi. Et une fois fini, arrivé au sol? Alors arrivé au sol, on attendait d'être sûr que tout le monde ait bien pu atterrir sur la zone éclairée et qu'il n'y ait aucun blessé. Il n'y en a eu aucun, il n'y a eu aucun incident. Mais c'est vrai qu'une fois que tout le monde était là et qu'on savait que tout le monde était bien, quoi, là on voyait des pépites dans les yeux de tout le monde et même des parachutistes. Là justement, dans ceux qui organisaient le record, il y a des gens qui ont 20 000 sauts. C'est énorme. C'est vraiment des gens qui ont dédié leur vie au para et qui sautent tous les jours. Donc on pourrait s'imaginer qu'ils pourraient devenir un peu blasés. Mais ce type de record-là, c'est tellement dingue, ce type de saut, que même eux avaient complètement des paillettes dans les yeux, quoi. Donc toi, aujourd'hui, tu peux dire « j'y étais ». Ouais, j'y étais et puis je ne suis pas prête de l'oublier. J'imagine bien. On va parler de la féminisation dans le parachutisme. Il y a de plus en plus de femmes? Oui, alors moi, quand j'ai commencé, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais qu'on devait peut-être être 15%. Et aujourd'hui, on a 30% de femmes dans le parachutisme Alors pourquoi sportif. pas 50? Tu Alors, sens des réticences auprès des femmes? Enfin, c'est une bonne question. Non, je ne pense pas qu'il y ait de réticence, puisqu'en plus, c'est un sport qui s'est vraiment démocratisé et puis qui est très sécurisé et encadré, du moins en France particulièrement. Et je pense peut-être que c'est plus peut-être sur la durée. Je pense que les femmes s'arrêtent à un moment pour fonder une famille ou pour continuer une carrière. Et les hommes, je ne sais pas, c'est peut-être plus... ou alors c'est dans le concept qu'on en a, il y a peut-être encore des gens qui considèrent le parachutisme un peu comme un truc... dangereux? Ouais, dangereux ou très masculin, très militaire, alors qu'il a beaucoup évolué. Et je pense que les femmes qui viennent côtoyer ce milieu, justement, sont agréablement surprises et ont envie, justement, d'y rester ou de s'y mettre. Je voudrais revenir sur un saut en particulier. En novembre 2022, tu avais réalisé un saut 100% féminin aux États-Unis. Oui. C'était pour les 100 ans d'obtention du droit de vote des femmes là-bas aux États-Unis. Vous étiez 80 femmes à effectuer ce saut. C'était quelque chose d'au-delà du symbole, j'imagine. Ah ouais, alors ça, c'était vraiment génial et très, très bien chapeauté et organisé. C'est la première fois qu'une équipe 100% féminine s'occupait de ça. Et on a trouvé que c'était la recette gagnante, en fait. Parce que souvent, les records mixtes sont organisés par plutôt des hommes en général. Et c'est plus compliqué, je ne sais pas comment dire. Les femmes gèrent vraiment bien ça. Il n'y a pas d'ego, ou très peu. Et c'était vraiment une superbe ambiance de bienveillance. Et le message à travers ça, c'était d'encourager les femmes du monde entier, peu importe sportives ou pas, à vivre une vie audacieuse et à aller au bout de leurs rêves, peu importe quels sont les rêves en fait. Et c'était génial et ça a vraiment bien marché. Toi, tu avais un rêve, c'est faire un bouquin, c'est fait, l'horizon des possibles, oser rêver, oser agir. Tu es fière de ça? Je suis assez fière parce que c'était parti vraiment sur un truc comme ça, un délire un peu pendant le confinement de quelqu'un qui m'a lancé ce défi. J'ai dit, tu sais quoi, pourquoi pas? J'ai commencé à m'y mettre et comme tout ce que je commence, j'aime bien le finir. Et donc, je suis assez fière. Ça m'a pris du temps puisque je continuais à être assez active en parallèle. Et donc, il fallait que je me trouve des moments pour écrire. Et voilà le résultat. Avant d'accueillir Julie Caron d'Au Féminin pour parler d'une autre championne, deux petites questions rapides. Ton projet le plus fou, en parachutisme évidemment, que tu n'as pas encore réalisé et dont tu te dis quelque part, je le ferai? C'est une bonne question. Je ne me suis pas projetée sur... Alors, tu as bien des rêves? Oui, j'en ai plein. Après, quand je vois tout ce que vous faites, je me dis... Mais... Oui, j'en ai plein. Je ne sais pas si je peux le dire. Allez, vas-y. Voilà, tu vois. Je ne peux pas le dire parce qu'en fait, il faut que ce soit un projet... Je viendrai en parler après. Mais... Non, un rêve. Alors, dis pas tout, mais vas-y un peu. Non, alors un grand souhait, ce serait de revivre encore, et peut-être différemment, ces sauts de pyrotechnique qu'on a fait. Avec une même équipe très compétente, pourquoi pas partir sur des sauts artistiques avec la pyrotechnie au pied. Je pense qu'il y a des très belles choses à faire. Et tout ça. Ouais. Mais en même temps, c'est chaud parce qu'il y a quand même ces gerbes qui... Ouais, tu as 43 ans, pardon. Tu comptes t'arrêter où? Je ne compte pas m'arrêter. Voilà, ça me plaît. On va parler aussi d'autres championnes et on va accueillir Julie Caron juste après ceci. Julie Caron est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour Alexandre, bonjour Karine. Tu es la rédactrice en chef d'Au Féminin. Tu reviens très régulièrement pour nous parler de ces femmes qui ont changé les choses, de ces championnes innovantes. Et là, on en a une
Accrochez-vous. Oui, aujourd'hui dans Sacrée Championne, évidemment, je vais vous parler de parachutisme. Et j'aurais pu choisir de parler de Jeanne-Geneviève Garnerin. Donc Karine, je pense que tu sais qui c'est. C'est donc la première femme parachutiste de l'histoire. Et en plus, elle est française. Mais non, j'ai choisi une femme qui avait ton audace, qui m'a fait un peu penser à toi. C'est Tiny Broadwick, qui a un parcours vraiment incroyable. Alors, parle-nous de cette jeune femme. Alors, son vrai prénom, c'est Georgia. Mais donc, pourquoi on l'appelle Tiny? En fait, parce qu'elle fait 1,50 m, 36 kg. C'est vraiment un petit poids plus, une crevette. Mais il ne faut pas se fier à sa taille. Elle voyait les choses en grand, même très grand, Tiny Broadwick. Dès l'âge de 15 ans, elle commence à réaliser des sauts depuis des montgolfières, des sauts très audacieux. Et en plus, ce qui était marrant, c'est qu'elle était habillée un peu comme une poupée. Elle avait des rubans, elle avait des petits volants, etc. C'était un peu la doll girl des forces américaines. Mais c'est en fait que le début de son histoire dans les airs. On voit la photo, c'est sous coupole, hein, c'est vraiment c'est demi-cercle. Hein. Donc là, ça veut dire que, c'était beaucoup moins malléable et que l'arrivée était tendue parce qu'on arrive très vite. Hein. Ouais. Donc là, c'était vraiment du spectacle. Mais en 1913, en fait, elle rencontre le célèbre pilote Glenn Martin. Donc c'est celui qui va fonder en fait l'aéronautique moderne. Ouais. Et en fait, ensemble, à ce moment-là, ils font l'impensable. À ce moment-là, Tiny, elle devient la première femme de l'histoire à sauter depuis un avion en parachute. Et ça, c'est au-dessus de Los Angeles. Los Angeles, dites donc, c'est normal, c'est une américaine, mais bon, c'est audacieux. Et donc, imaginez, en fait, elle est donc suspendue sous l'aile de l'avion, à un trapèze. Et là, voilà, elle tire un levier, elle lâche, elle fait un saut dans le vide. Donc, c'était pas mal pour une première. Mais c'est pas tout, elle s'arrête pas là. En 1914, donc l'année d'après, début de la Première Guerre mondiale, et là, en fait, l'armée américaine fait appel à elle pour démontrer, en fait, les usages du parachute en temps de guerre. Attends, je m'arrête là. C'est juste incroyable. On est en train de dire qu'une femme qui était un peu audacieuse... non, mais on a tous les images de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Alors maintenant, on est passé sur d'autres outils, d'autres choses. Mais ça veut dire que c'est ce petit bout de bonne femme qui a fait que des centaines de milliers de parachutistes, pendant les différentes guerres, ont utilisé cet outil incroyable pour se permettre d'aller se poser où il fallait. Oui, mais tu vas voir, en fait, ce moment-là, il va être clé dans l'histoire du parachutisme, en fait, parce qu'au moment d'un saut un peu difficile, en fait, il y a son parachute qui se coince dans l'avion. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, Tiny? Elle est obligée d'improviser et elle se met à couper une corde qui la gêne, qui la retient. Donc là, elle saute, elle est en chute libre et elle déclenche manuellement la corde pour que son parachute se déploie. Donc en fait, voilà, elle invente à ce moment-là le principe du ripcord qu'on connaît, la fameuse corde qui permet d'ouvrir le parachute et donc le principe de chute libre qu'aujourd'hui on utilise dans le parachutisme. Ça veut dire que la première chute libre... C'est elle. C'est elle, mais c'est surtout que c'est un accident. Et que... Exactement. Incroyable. Donc c'est comme ça que naît ce principe. Au final, à la fin de sa carrière, qui s'est terminée assez tôt, à 29 ans, elle réalise plus de 1000 sauts. Donc avec des atterrissages, elle aimait bien comme toi des cascades un peu mémorables. Elle a atterri sur un train, elle a atterri dans un lac, voire même sur une éolienne. Donc voilà, c'est une véritable cascadeuse avant l'heure. À une époque où en fait les femmes elles étaient cantonnées quand même à des rôles plus traditionnels et donc elle est venue bousculer ces stéréotypes et elle a ouvert à des générations de femmes comme toi dans des disciplines où elles étaient plutôt rarement vues. Donc pourquoi j'ai voulu parler d'elle aujourd'hui? Parce qu'en fait pour moi c'est un message vraiment puissant sur l'audace, sur la détermination et en fait surtout sur la liberté de poursuivre ses rêves même quand tout le monde nous dit que c'est impossible. Oser rêver, oser agir, hein. C'est ce que tu dis aussi. Hein. Tout à fait. Mais c'est fou de se dire que ce petit bout de bonne femme a révolutionné cette discipline. C'est dingue. Donc, tout le monde a bénéficié, hommes et femmes. Ouais. Hein. Une petite mais une très grande femme finalement. Exactement. La photo de la semaine pour finir? Eh oui, donc c'est une athlète que j'adore, c'est la vice-championne olympique de basket, Marine Johannes. Elle a inauguré un terrain de 3x3 à Argentan, en Normandie, d'où elle est originaire. Elle était blessée, donc elle était absente du match France-Israël, mais du coup, elle en a profité pour se rendre à cette inauguration, où il y a une fresque d'ailleurs qui a été réalisée en son honneur par l'artiste Trams, donc de son vrai nom Bertrand Godard. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient présents pour l'occasion, ils ont pu la rencontrer et elle était aussi accompagnée de sa coéquipière Gabby Williams. Génial, merci beaucoup Julie. Merci Karine d'avoir été avec nous. Je rappelle ce livre exceptionnel. Si vous aussi vous avez envie de rêver et pourquoi pas d'oser, faites comme Karine. Merci beaucoup. Là tu repars où là? Parce qu'on a fait le mois dernier passé avec 3 lieux extraordinaires. Là tu pars où? Là je pars en Espagne donner des cours en soufflerie avec mon chéri Greg Rosier. Eh oui, parce qu'on peut sauter d'avion mais on peut aussi sauter en soufflerie. Tout à fait. Merci à toi, merci à tous pour votre fidélité. Merci encore Julie, salut, à bientôt.